Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 9 novembre 2020, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. C'est fou, mais j'ai fait un rêve il y a 2 jours, où je marque 2 buts dans ce derby. Et je ne sais pas, mais j'espère que ce rêve va se réaliser. Il en rêvait, il l'a fait. Tino Kadewere est entré hier soir dans l'histoire du derby et a offert la victoire aux Lyonnais face à des Stéphanois qui, pour l'occasion, avaient pourtant retrouvé leurs jambes. Premier joueur à inscrire 2 buts en entrant en jeu dans un derby en Ligue 1. Héros lyonnais de ce 121e derby de l'histoire, le Zimbabwéen, arrivé cet été du Havre, est entré en jeu à la 56e minute alors que l'OL était mené 1-0. 8 minutes après son entrée, une Madjer, s'il vous plaît, après un coup franc vite combiné entre Memphis Depay et Maxwell Cornet, permettait à Kadewere de totalement relancer son équipe. 9 petites minutes plus tard, il trompait Jesse Moulin dans un angle fermé. Score final 2-1, doublé donc de Kadewere, performance XXL de la part du meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière, qui devrait lui offrir un peu plus de crédit aux yeux de Rudy Garcia. Lyon reste invaincu lors de ses 7 derniers matchs de Ligue 1, sa meilleure série sous l'ère Garcia, et se glisse même aujourd'hui à la 5e place du classement. Allez, je vous raconte tout ce qu'il ne fallait pas manquer de cette 10e journée de Ligue 1. Il y a eu ce week-end 35 buts en 10 matchs, le calcul est vite fait, 3,5 buts par match en moyenne, pas mal. Sachez que vous pouvez tous les revoir sur votre appli Free Ligue 1 Uber Eats. Et on commence par Marseille qui est allé s'imposer vendredi soir 1-0 à Strasbourg en ouverture. Et on a vu un Villas-Boas passablement énervé au micro de nos confrères de Téléfoot après la rencontre. Mais vous pensez que gagner Strasbourg à l'extérieur avec la série qu'on porte de 3 matchs, c'est facile. Mais il faut arrêter à certains points. Les mecs qui sont extraordinaires font la différence dans tous les clubs. C'était toujours comme ça. Il n'y a pas besoin d'être une personne de foot pour comprendre ça. Alors, je vous rassure, il n'était pas calmé, André, en arrivant ensuite en conférence de presse. Prendre tes amis et tu peux prendre les groupes de décevants là-bas et les groupes de contents sont le vestiaire de l'OM. Sur le contenu, il n'y a rien à dire. Mais non. Tu dois chercher Barcelone et Juventus pour chercher plus de contenu. Et finalement, il n'a peut-être pas tort de s'agacer, André Villas-Boas, parce que si le bilan en Ligue des Champions est pour l'instant catastrophique, eh bien en Ligue 1, l'OM est 4e au classement avec un match de retard. L'OM a le même nombre de points que Rennes, 18 points pris, dont 13 à l'extérieur. C'est 2 de plus qu'à la même époque sous l'ère Bielsa. Alors oui, dans le contenu, c'est dur, c'est pas du Bielsa, c'est pas toujours plaisant. Face à Strasbourg, un tir, un but, même pas le pied sur le ballon, puisque c'est Strasbourg qui avait la possession. D'ailleurs, Marseille est devenue vendredi soir la première équipe de Ligue 1 à gagner un match en ne tirant qu'une seule fois. Mais si on est pragmatique, eh bien la Ligue 1 leur va plutôt bien aux Marseillais. L'OM vient d'enchaîner une 3e victoire consécutive en championnat. La dernière défaite marseillaise remonte déjà au 17 septembre dernier, c'était contre Saint-Etienne. Et à Strasbourg, malheureusement, ça ne va toujours pas mieux. Les Alsaciens restent 19e aujourd'hui au classement. Le lendemain, c'est Montpellier qui confirmait son coup de mieux en s'imposant 2-0 à Bordeaux. Après avoir battu Saint-Etienne la semaine dernière, les Héroltais signent une 2e victoire consécutive en Ligue 1. Ils pourraient bien enchaîner en plus au retour de trêve en affrontant Strasbourg. Il faut dire que cette période de la saison leur est favorable. Les Montpelliérains ont l'occasion de se relancer face à des adversaires dans le dur. Bordeaux a encaissé 9 buts sur les 4 derniers matchs. D'ailleurs, l'attaquant des Girondins, Rémi Houdin, sera l'invité de Flash Foot jeudi. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions sur Twitter via le hashtag FlashFoot. Un peu plus tard dans la soirée, c'est Paris qui n'a fait qu'une bouchée de Rennes. Même avec une équipe C, les Parisiens dominent la Ligue 1 grâce à un nouveau but de Moiskin et un doublé d'Angel Di Maria. Le PSG a facilement battu les Rennais 3-0 samedi soir. Paris consolide sa place de leader et compte aujourd'hui 5 points d'avance sur le dauphin lillois. Après Chelsea, mercredi, c'est la 2e défaite de la semaine pour des Rennais qui ont encaissé 6 buts en 2 matchs. Avec le calendrier chargé, on savait que cet enchaînement serait difficile pour les Rennais, en espérant que leur parcours en Champions League ne plombe pas leur saison en Ligue 1. Et du côté de Paris, on a gagné, oui, mais on a surtout perdu de nouveaux joueurs sur blessure, alors que l'infirmerie parisienne affichait déjà complet. On a appris hier qu'Idriss Gueye souffrait des ischios, que Thilo Kehrer était lui touché aux adducteurs. Celui qui était en phase de reprise serait absent plusieurs mois. Une opération est même considérée comme l'option la plus raisonnable. L'attaquant, donc Moiskin, buteur samedi soir, est lui victime d'une contusion au genou droit. Au total, ça faisait 12 joueurs ce matin à l'infirmerie du Camp des Loges.
Là, c'est plus avec une équipe C qui vont jouer. Heureusement pour les Parisiens, Mauro Icardi et Marco Verratti devraient reprendre l'entraînement cette semaine. On se posait la question depuis des semaines, qui allait faire tomber Lille en championnat? Eh bien, on a eu la réponse lors de cette 10e journée. C'est Brest qui a battu le 2e de Ligue 1, 3-2 à Francis Leblay. Brillant face à l'AC Milan jeudi en Europa League, Christophe Galtier avait appelé à la prudence chez les Lillois. Et il avait raison, un peu de relâchement peut-être, de fatigue aussi sûrement chez les Dogs. Les Brestois menaient déjà 3-0 à la mi-temps grâce à Ronaël Pierre-Gabriel, Romain Perraud et Irvine Cardona. Malgré de meilleures intentions en seconde période et un doublé signé Bouraki Yilmaz, Lille n'est pas parvenu à refaire son retard. Une stat, Romain Perraud est impliqué sur 6 buts cette saison, 3 buts, 3 passes D, c'est plus que tout autre défenseur des 5 grands championnats européens. Et ouais, c'est même plus que Sergio Ramos. Oh, et puis tonnerre de Brest! Pour son retour en Ligue 1, après 3 semaines d'arrêt à cause du coronavirus, le RC Lens a vécu un dimanche complètement fou, mené 2-1 par Reims à Bollaert à moins d'un quart d'heure du terme. Eh bien, les joueurs de Francaise n'ont rien lâché jusqu'au bout. Les 100 et or ont égalisé à la 77e minute grâce à un CSC de Thomas Fouquet, avant que Reims ne reprenne l'avantage dans la foulée, aussi sur un CSC, cette fois-ci de Medina. Boulaïdia a ensuite réalisé un festival exceptionnel pour porter le score à 4-2, ça semblait bouclé. Dia glisse au passage devant Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec déjà 8 réalisations en 10 journées. Il restait à ce moment-là 9 minutes à jouer, mais c'était sans compter sur un Florian Sotoka à l'état d'esprit irréprochable qui a inscrit un joli doublé en quelques secondes. Et ça aurait pu ne pas en rester là, puisque l'arbitre de cette rencontre, Monsieur Léonard, a sifflé un pénalty pour une faute de Younis Abdelhamid. Sotoka s'apprêtait à le tirer quand finalement l'arbitre est allé visionner les images pour revenir sur sa décision et siffler enfin la fin du match. Score final donc 4-4. On écoute la réaction de l'entraîneur lensois Francaise à la fin de la rencontre. Vous savez, quand on perd 4-2 à 89e, je pense, et qu'on revient au score de belle manière avec des jolis buts et voilà, presque on peut avoir vraiment la cerise sur le gâteau. Voilà, moi je suis satisfait parce que je suis compétiteur et je veux prendre des points et voilà, et ça casse pas notre dynamique à la maison. Et puis surtout de voir voilà, ce que les joueurs ont donné jusqu'au bout, ce que les rentrants ont apporté. Voilà, je m'en satisfais, même si j'aurais préféré gagner le match. Un beau match, mais un nul qui finalement sur le plan comptable n'arrange personne. Avec 2 matchs en moins, Lens est 11e aujourd'hui au classement, alors que Reims est 16e avec 5 unités de moins. Un peu d'air pour les Canaries qui se sont offerts hier au terme d'une rencontre assez terne, il faut le dire, leur 3e victoire de la saison en battant Lorient 2-0 au Moustoir. D'abord en difficulté, les Nantais ont su réagir en seconde période pour l'emporter grâce notamment à l'entrée décisive de Kader Bamba qui a ouvert le score à 10 minutes du terme avant que Ludovic Blas ne fasse le break. Pour Lorient, c'est toujours aussi compliqué avec un 3e match sans succès, des Merlus 17e aujourd'hui au classement et qui iront en plus à Pierre-Mauroy après la trêve. On pensait que la gueulante de Jérôme Arpinon la semaine dernière après la défaite face à Metz allait réveiller les troupes, mais pas du tout. Les Nîmois se sont lourdement inclinés au Costières 5-1 face à Angers. Stéphane Bahoken s'est offert un doublé et Loïs Diony a même marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Le fait du match, c'est cet énorme embroglio autour du 3e but angevin. Ismaël Traoré envoie un ballon en profondeur pour Bahoken et lobe toute la défense. L'attaquant signalé hors jeu par l'arbitre de touche va quand même au bout de son action et va marquer dans un but vide puisque les Nîmois s'arrêtent de jouer. Bahoken tire facilement devant un Rennais qui a lui aussi finalement stoppé son effort. But validé, l'arbitre principal siffle alors hors-jeu après l'action, mais sur intervention de l'arbitrage vidéo, le but est accepté, assez incroyable. Score final donc 5-1 et 4e revers consécutif pour des Nîmois, 18e au classement à l'issue de cette 10e journée. Metz et Dijon se neutralisent, les deux équipes se sont quittées hier sur le score de 1-1. Metz qui a raté un pénalty d'entrée, comme Dijon qui en a manqué un à 1-1, se sont séparés sur un nul assez frustrant. Venu remplacer sur le banc un Stéphane Joba remercié par Dijon vendredi, David Linares a tenté un coup de poker en lançant le jeune Anthony Rasiopi, arrivé à Dijon il y a à peine 1 mois et demi. Et bien au bout d'à peine 7 minutes dans l'élite, le portier formé à Lyon a dû faire face pour son tout premier ballon à négocier un penalty et il a repoussé la tentative d'Opa Nguet, incroyable, mais son rêve et celui de Dijon consistant à gagner enfin un match cette saison aurait pu se réaliser si Mounir Chouillard, qui a bénéficié lui aussi d'un penalty, l'avait transformé, mais l'attaquant dijonnais a échoué sur un implacable Alexandre Oukidja, score final donc 1-1.
Et enfin, c'est Monaco qui a remporté le derby de la Côte d'Azur hier face à des Niçois qui pouvaient faire la bonne opération du week-end en cas de victoire, mais manquent finalement l'occasion de grimper sur le podium. Victoire monégasque qui permet en revanche aux hommes de Niko Kovac de se rapprocher du podium et de prendre la 6e place à l'issue de cette 10e journée. Les monégasques ont confirmé leur rebond amorcé le week-end dernier contre Bordeaux en battant Nice, donc 2-1. L'écart aurait même pu être plus large, mais c'était sans compter sur des interventions décisives de Walter Benitez que les Niçois peuvent bien remercier aujourd'hui. Face à une équipe niçoise probablement émoussée après son déplacement européen à Prague jeudi, Monaco a très rapidement mis la main sur le match. Les buteurs Axel Disasi et un très bon Sofiane Diop pour l'ASM. Pierre Lesmelou, unique buteur pour les Niçois. Monaco revient à 2 points seulement de Lille, dauphin du PSG. Sachez aussi que nous sommes entrés en semaine internationale et que bon nombre d'acteurs de la Ligue 1 se sont envolés ou sont sur le point de le faire pour rejoindre leur sélection. Toute la semaine, on fera le point sur les résultats, les buteurs, les blessés. Sachez que c'est une première sélection avec la Croatie pour Toma Basic, appelé par le sélectionneur Zlatko Dalic en vue des prochains matchs contre la Turquie, la Suède et le Portugal. À presque 24 ans, il les aura dans 15 jours. Le milieu de terrain des Girondins, jusque-là apparu avec les U19 et les U21 croates, va découvrir donc l'équipe A. En sélection, il va retrouver le défenseur marseillais Doulé Kaleta-Tsar, mais surtout côtoyer Luka Modric, la chance. À Nîmes, finalement, Birger Meling n'ira pas avec la Norvège. Je vous en parlais la semaine dernière, convoqué par son sélectionneur Lars Lagerbäck pour les matchs contre Israël, la Roumanie et l'Autriche. Le latéral des Crocos, qui souffre d'un genou depuis plusieurs semaines, devrait finalement déclarer forfait. Le joueur et le Nîmes Olympique ne veulent prendre aucun risque. Il n'avait plus été appelé par Scaloni depuis la Copa América il y a 1 an et demi déjà. André Di Maria, mis à l'écart des précédents matchs de l'Argentine, fait son retour en sélection pour les prochaines rencontres de l'Albiceleste contre le Paraguay et le Pérou. Leandro Paredes sera également du voyage. Blessés, Neymar et Kylian Mbappé vont bien rejoindre leur sélection pour y continuer les soins. Depuis sa blessure à la cuisse il y a 2 semaines, le PSG espère que Neymar ne jouera pas avec le Brésil. Mais selon les médias brésiliens aujourd'hui, le joueur semblerait décidé à le faire et Tite compterait bien sur lui pour jouer face à l'Uruguay dans 9 jours. Les Bleus avec Kylian Mbappé donc, mais aussi Wissam Ben Yedder, Presnel Kimpembe, Léo Dubois, Mike Maignan, Steve Mandanda, Benoît Costil et Steven Zonzi pour ce qui est des joueurs de Ligue 1. L'équipe de France disputera mercredi 21h un amical contre la Finlande, puis ce sera le Portugal samedi et la Suède mardi prochain dans le cadre de la Ligue des Nations. Allez, on passe à notre déclat du jour, elle est signée Vincent Labrune. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une grosse bite. Faut pas avoir la grippe. Ni la gastro. C'est ça qu'a dit. Nous devons redessiner le format de nos compétitions, sinon nous mourrons d'ennui en matière de spectacle et d'épuisement en matière d'investissement. Le nouveau boss de la Ligue 1 s'est positionné dans les colonnes du Journal du Dimanche en faveur d'un lifting du championnat et son principal objectif passer à 18 clubs. En pleine crise sanitaire et avec le non-paiement de la dernière échéance des droits télé par Mediapro, Vincent Labrune connaît des débuts agités en tant que président de la Ligue, c'est peu de le dire. S'il se dit prêt à affronter les problèmes, le patron de la LFP envisage déjà de tirer les enseignements de cette crise pour réinventer le modèle du foot professionnel, en revoyant donc notamment le format des compétitions. Vincent Labrune relance l'idée d'un retour à 18 clubs en Ligue 1 et pourquoi pas d'une extension de cette réduction à la Ligue 2. Le nouveau patron de la LFP veut relancer la compétitivité du championnat, un projet soutenu par les grands clubs qui voient ici la possibilité bien sûr de se partager une plus grande manne financière. Ce projet avec moins de descente permettrait aussi de rassurer d'éventuels nouveaux investisseurs. Le passage de 20 à 18 en Ligue 1 enlèverait 4 journées par saison et permettrait par exemple de mieux exposer l'élite le week-end qu'en semaine. Vincent Labrune aimerait se rapprocher de la Bundesliga, le modèle allemand à 18 clubs qui rassure. Une réduction censée aussi permettre aux clubs français d'être plus compétitifs sur la scène européenne, à l'heure où la France est 13e aujourd'hui à l'indice UEFA, derrière la Hongrie, l'Écosse ou même Israël.
On l'a bien vu cette semaine, sur la scène européenne, c'est compliqué. La Ligue 1 en a déjà connu l'expérience pendant 5 ans. Une Ligue 1 à 18, c'était entre 1997 et 2002. Et si à cette époque, nos clubs n'avaient pas spécialement brillé en Coupe d'Europe, eh bien cette initiative avait été concomitante avec le règne des Bleus sur le monde, la Coupe du Monde 98, l'Euro 2000. Le patron de la 3F, Noël Le Graët, s'est d'ailleurs déjà positionné pour un retour à 18 clubs en Ligue 1. La Brune et lui sont donc d'accord sur cette perspective. Et vous en pensez quoi? Allez, on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot. Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Mais j'adore. Je t'aime d'une façon que c'est pas possible de le dire. Et tout le temps je te vois, tout le temps je te parle. Le coup de cœur cette semaine, il est pour le Parisien Moise Kean. Ce début de saison du PSG est tellement complexe entre difficultés au démarrage, conflits en interne, blessures à la chaîne et défaites en Champions League qu'on ne peut que souligner l'apport de Kean depuis son arrivée. Désormais auteur de 5 buts en 7 matchs, toutes compétitions confondues, contre le Stade Rennais samedi soir, c'est lui qui a lancé la belle soirée du PSG en crucifiant Alfred Gomis d'une frappe sèche à l'entrée de la surface dès la 10e minute de jeu. 5 buts donc, 2 doublés, dont un en Champions League. Mais au-delà de ces buts, il y a ses efforts collectifs. Dans son pressing, dans la diversité de ses appels, il redescend défendre, aider ses coéquipiers, propose des solutions, impose son physique. À peine 20 ans, l'Italien s'intègre très bien. C'est pour l'instant la bonne pioche du mercato parisien. Malheureusement, cet été, le PSG n'a pu obtenir qu'un prêt sans option d'achat pour Kean, qui devrait donc retrouver Everton en fin de saison. Avant de vous quitter, nous voulions dans Flash Foot rendre hommage à Stéphane Moulin, ancien arbitre international qui nous a quittés. Il avait pris sa retraite en 2009 après 30 ans de bons et loyaux services et près de 300 matchs arbitrés, plus de la moitié en Ligue 1. La famille de l'arbitrage français, une nouvelle fois endeuillée. Nous adressons aujourd'hui nos pensées à la famille et aux proches de Monsieur Moulin. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menaï, vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.